Attention, cette vidéo n'est pas pour les âmes sensibles. Gilles de Rais, né vers 1405 et mort le 26 octobre 1440 à Nantes, était un seigneur français et maréchal de France. Issu d'une famille noble, il hérita de vastes domaines en Bretagne, Anjou, Poitou et Maine. Sa vie fut marquée par une carrière militaire prestigieuse. Il combattit aux côtés de Jeanne d'Arc pendant la guerre de Cent Ans, participant notamment à la levée du siège d'Orléans. Sa bravoure lui valut d'être promu maréchal de France, un des postes les plus prestigieux, le jour du sacre de Charles VII à Reims, le 17 juillet 1429. Après sa carrière militaire, Gilles de Rais se retira dans ses domaines. C'est là que commença sa descente aux enfers. Il fut accusé de crimes atroces, principalement d'enlèvement, de viol et de meurtre d'enfants. Son mode opératoire présumé consistait à attirer des enfants, principalement des garçons, dans ses châteaux. Là, il les aurait torturés, violés et tués. Les corps auraient ensuite été brûlés ou enterrés pour effacer les preuves. Ses motivations restent sujettes à débat. Certains historiens évoquent des pulsions sadiques et sexuelles, d'autres mentionnent des pratiques occultes. Il aurait également cherché à obtenir la pierre philosophale par des rituels impliquant des sacrifices humains. Le nombre exact de victimes demeure incertain. Lors de son procès, il fut accusé de meurtre de 140 enfants, ou plus. Cependant, ce chiffre est contesté par certains historiens, qui le jugent exagéré. Gilles de Rais fut arrêté le 15 septembre 1440 dans son château de Machecoul. Son procès, qui se déroula à Nantes en octobre de la même année, fut mené conjointement par l'Église et l'État. Il fut accusé d'hérésie, de sodomie et de meurtre d'enfants. Malgré les controverses entourant la procédure judiciaire, Gilles de Rais fut condamné à la pendaison et au bûcher. Il monta à l'échafaud le 26 octobre 1440 avec 2 de ses serviteurs, également condamnés. L'affaire Gilles de Rais reste l'une des plus célèbres et controversées de l'histoire criminelle médiévale. Certains historiens le considèrent comme l'un des premiers tueurs en série documentés de l'histoire, tandis que d'autres remettent en question sa culpabilité, évoquant une possible machination politique. Henri-Désiré Landru, né en 1869 à Paris et exécuté en 1922 à Versailles, fut un célèbre tueur en série français, surnommé le Barbe Bleue de Gambet. Issu d'une famille modeste, il eut une enfance heureuse et fit de bonnes études, se distinguant en dessin et en mathématiques. Après son service militaire, Landru se maria et eut 4 enfants. Sa vie bascula dans la criminalité à partir de 1893, enchaînant les escroqueries et les condamnations. En 1914, il fut condamné par contumace à 4 ans de prison et à la relégation au bagne de Guyane, ce qui pourrait avoir influencé sa transformation en meurtrier. Landru se faisait passer pour un veuf aisé et séduisait des femmes seules possédant quelques économies. Il leur faisait miroiter le mariage et les invitait dans des villas isolées, d'abord à la Chaussée près Gouvieux, puis à Vernouillet, et enfin à Gambet. Là, il les assassinait et faisait disparaître leurs corps, probablement en les brûlant dans le fourneau. Ces crimes semblent avoir été motivés par l'appât du gain. Il faisait signer à ses victimes des procurations lui permettant de s'emparer de leurs comptes bancaires avant de les tuer. Le carnet de Landru contenait 11 noms, correspondant probablement au nombre de ses victimes. Il commit au moins 7 meurtres à Gambet et 4 à Vernouillet. L'affaire éclata fin 1918 suite à des demandes de nouvelles de femmes disparues. Landru fut arrêté le 12 avril 1919. L'instruction révéla l'ampleur de ses crimes grâce à de nombreux témoignages et à l'examen de ses archives méticuleusement tenues. Bien que les corps n'aient jamais été retrouvés, Landru fut jugé en novembre 1921 à Versailles. Le procès, qui dura 3 semaines, attira une foule considérable. Malgré sa défense habile, Landru fut reconnu coupable de 11 meurtres et condamné à mort. Il fut guillotiné le 25 février 1922 à Versailles. Marcel Petiot, né en 1897 à Auxerre, fut un médecin et criminel français tristement célèbre. Issu d'une famille de la petite bourgeoisie, il montra dès son enfance des signes d'intelligence précoce, mais aussi de violence. Après des études de médecine interrompues par la Première Guerre mondiale, Petiot réussit à obtenir son diplôme en 1921. Il s'installa à Villeneuve-sur-Yonne, où il devint maire en 1926. Cependant,
Des délits et scandales le forcèrent à quitter la ville pour Paris en 1933. À Paris, Petiot ouvrit un cabinet médical et se spécialisa dans la désintoxication. En 1941, il acquit un hôtel particulier au 21 rue Le Sueur qu'il transforma en véritable piège mortel. Son mode opératoire consistait à attirer des victimes, principalement des juifs, cherchant à fuir l'occupation nazie, en leur promettant un passage clandestin vers l'Argentine. Il les faisait venir chez lui avec leurs biens précieux, les droguait sous prétexte de vaccination, puis les assassinait dans une chambre à gaz improvisée. Il se débarrassait ensuite des corps en les brûlant ou en les dissolvant dans de la chaux vive. Ses motivations semblaient être principalement financières, s'appropriant les biens de ses victimes. Cependant, sa psychopathie et son passé trouble suggèrent également des motifs plus complexes. Le nombre exact de victimes reste incertain. La police identifia les restes d'au moins 27 personnes, mais Petiot, lui-même, aurait prétendu en avoir tué 63. L'affaire est révélée au grand jour en mars 1944, lorsque des voisins alertèrent les pompiers, à cause d'odeurs nauséabondes. La découverte macabre qui s'ensuivit déclencha une chasse à l'homme. Petiot fut finalement arrêté en octobre 1944. Son procès, qui débuta en mars 1946, captiva l'attention du public. Malgré ses tentatives de se présenter comme un résistant, ayant éliminé des collaborateurs, Petiot fut reconnu coupable de 26 meurtres. Il fut condamné à mort et guillotiné le 25 mai 1946. L'affaire Petiot reste l'une des plus notoires de l'histoire criminelle française, illustrant la façon dont un individu a pu exploiter le chaos de l'occupation pour commettre des atrocités à grande échelle. Émile Louis, né en 1934 à Auxerre et mort en 2013 en prison, fut un tueur en série français célèbre, surnommé le Boucher de Lyon. Abandonné à sa naissance, il grandit dans une famille d'accueil avant de s'engager dans la Légion étrangère à 18 ans. Marié et père de 4 enfants, Émile Louis travailla comme chauffeur de car scolaire pour la société Les Rapides de Bourgogne. C'est dans ce contexte qu'il rencontra ses futures victimes, de jeunes filles handicapées mentales, prises en charge par la DAS. Son mode opératoire consistait à cibler ces jeunes femmes vulnérables, âgées de 16 à 22 ans. Il les enlevait, les agressait sexuellement, puis les assassinait. Émile Louis profitait de sa position de chauffeur et de sa connaissance du système de protection de l'enfance pour commettre ses crimes. Ses motivations semblaient être principalement d'ordre sexuel, bien que la complexité de sa personnalité et son passé trouble suggèrent des motifs plus profonds. Émile Louis manifestait une double personnalité, tantôt gentil et attentionné, tantôt cruel et violent. Le nombre exact de victimes reste méconnu. Émile Louis fut officiellement condamné pour le meurtre de 7 jeunes filles disparues dans Lyon entre 1975 et 1979. Cependant, certains soupçonnent qu'il pourrait être responsable d'autres disparitions. L'affaire des disparus de Lyon fut longtemps entravée par des erreurs judiciaires et des négligences. Ce n'est qu'en 2000 qu'Émile Louis fut finalement arrêté et avoua les 7 meurtres avant de se rétracter 1 mois plus tard. Le procès s'est tenu en 2004 devant la cour d'assises de Lyon. Malgré ses dénégations, Émile Louis fut reconnu coupable et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 18 ans. Cette condamnation fut confirmée en appel en 2006, puis définitivement par la Cour de cassation en 2007. L'affaire Émile Louis mit en lumière de graves dysfonctionnements dans le système judiciaire et la protection de l'enfance. Elle souleva également des questions sur la possible existence de réseaux pédocriminels dans la région, bien que ces allégations n'aient jamais été prouvées. Émile Louis mourut en prison en 2013, emportant avec lui de nombreux secrets sur cette sombre affaire qui marqua profondément la France. Michel Fourniret, né en 1942 à Sedan et décédé en 2021 à Paris, fut l'un des tueurs en série les plus célèbres de France, surnommé l'ogre des Ardennes. Issu d'un milieu ouvrier, Fourniret eut une enfance troublée, marquée par des rumeurs d'inceste maternel. À l'adolescence, il développa des comportements pervers et violents. Après son service militaire en Algérie, il exerça divers métiers techniques. Son parcours criminel débuta dans les années 1960 avec des agressions sur mineurs. Entre 1966 et 1973, il fut condamné pour voyeurisme et violence. En 1987, il rencontra Monique Olivier, sa future complice, pendant son incarcération pour viol sur mineurs. Le mode opératoire de Fourniret consistait à cibler de jeunes filles, souvent mineures. Il les attirait dans sa voiture,
en prétextant chercher son chemin, puis les enlevait, les violait et les assassinait. Sa femme, Monique Olivier, participait activement à ces crimes en attirant les victimes. Ses motivations semblaient être d'ordre sexuel, avec une obsession pour la virginité de ses victimes. Il justifiait ses actes par une quête perverse de la pureté. Fourniret avoua 11 meurtres, mais fut suspecté dans 21 autres affaires de disparition. Ses victimes confirmées étaient âgées de 12 à 30 ans, dont plusieurs mineurs de moins de 15 ans. L'arrestation de Fourniret eut lieu en Belgique en 2003, suite à la tentative d'enlèvement ratée d'une fillette de 13 ans. L'enquête révéla l'ampleur de ces crimes commis en France et en Belgique. Son procès, qui s'est tenu en 2008, aboutit à sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, incompressible pour 7 meurtres. Sa femme, Monique Olivier, fut condamnée à la perpétuité avec une période de sûreté de 28 ans pour complicité. Même après sa condamnation, Fourniret continua d'avouer d'autres crimes, relançant plusieurs enquêtes. Il décéda en prison en 2021, emportant avec lui de nombreux secrets sur l'étendue réelle de ses actes criminels. L'affaire Fourniret montra les failles du système judiciaire et de la coopération internationale en matière criminelle, tout en soulignant la dangerosité des prédateurs sexuels récidivistes. Pierre Chanal, né en 1946 à Saint-Étienne et mort en 2003 à Reims, était un adjudant-chef et tueur en série français, surnommé le Rambo fou de Mourmelon. Issu d'une famille dysfonctionnelle marquée par la violence, Chanal s'engage dans l'armée en 1964. Il gravit les échelons jusqu'au grade d'adjudant-chef et devient instructeur au camp de Mourmelon de 1977 à 1986. Réputé pour sa rigueur et son professionnalisme, il reçoit même une médaille de la valeur militaire. Son mode opératoire consistait à cibler de jeunes hommes, souvent des militaires ou des autostoppeurs. Il les attirait dans son camping-car, les séquestrait, les violait et les assassinait. Chanal filmait parfois ses crimes avec un caméscope. Les raisons pour lesquelles il faisait tout ça semblaient être d'ordre sexuel, bien que la complexité de sa personnalité suggère des raisons plus profondes, liées à son passé troublé. Chanal fut officiellement soupçonné de 8 meurtres liés aux disparus de Mourmelon entre 1980 et 1987. Cependant, des enquêtes ultérieures l'ont lié à d'autres affaires, portant le nombre potentiel de victimes à 17. L'arrestation de Chanal eut lieu en 1988 lors d'un contrôle routier, où il fut surpris en flagrant délit de séquestration et viol d'un jeune autostoppeur hongrois. Condamné à 10 ans de prison pour ce crime, il fut libéré en 1995. De nouvelles expertises ADN en 2000 le relièrent à 3 meurtres des disparus de Mourmelon. Renvoyé devant les assises en 2003 pour ces crimes, Chanal tenta de se suicider à la veille de son procès. Après un report, il mit fin à ses jours le 15 octobre 2003 en se sectionnant l'artère fémorale dans sa cellule, mettant ainsi fin à l'action judiciaire. L'affaire Chanal révéla de graves dysfonctionnements dans l'enquête, conduisant à une condamnation de l'État français pour faute lourde en 2006. Cette affaire reste l'une des plus marquantes de l'histoire criminelle française, illustrant la complexité des enquêtes sur les tueurs en série et les défaillances potentielles du système judiciaire. Francis Holm, né en 1959 à Metz, est un tueur en série français, surnommé le routard du crime. Son enfance fut marquée par un père violent et alcoolique, ainsi que par des moqueries dues à son apparence, liées au syndrome de Klinefelter. La mort de sa mère en 1984 le dévasta, le poussant à commettre son premier meurtre 3 semaines plus tard. Son mode opératoire consistait à cibler des victimes au hasard lors de ses déplacements à travers la France. Il attirait ses victimes, les agressait sexuellement et les tuait, parfois avec des complices. Holm se déplaçait principalement à pied, en autostop ou en train, séjournant dans des communautés Emmaüs et des institutions psychiatriques. Ses raisons principales devaient être d'ordre sexuel. Il tuait souvent sous l'influence de l'alcool, mélangé parfois à des tranquillisants. Holm a été reconnu coupable de 11 meurtres, mais il est soupçonné d'en avoir commis davantage. Ses victimes étaient de tout âge et de tout sexe. Son arrestation en 1992 fut le résultat d'une enquête menée par le gendarme Jean-François Abgral. Holm avouait parfois ses crimes de manière confuse et codée, parlant de Pépin. Depuis son premier procès en 1994, Holm a été condamné à 9 reprises pour 11 meurtres. En 2017, il a été jugé et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz, une affaire pour laquelle Patrick Dils avait été injustement emprisonné pendant 15 ans.
Cette condamnation a été confirmée en appel en 2018. Actuellement incarcéré à la maison centrale d'Ensisheim, Holm reste une énigme pour la justice française. Sa capacité à donner des détails précis sur ses crimes, tout en niant sa participation directe, a compliqué les enquêtes et les procès. Guy Georges, né Guy Rampillon en 1962 à Vitry-le-François, est un tueur en série français, surnommé le tueur de l'Est parisien. Son enfance fut marquée par l'abandon et le placement en famille d'accueil, où il développa un comportement violent dès son adolescence. Son parcours criminel débuta dans les années 1980, avec des agressions sexuelles et des tentatives de meurtre. Son mode opératoire consistait à suivre ses victimes, principalement de jeunes femmes, jusqu'à leur domicile ou dans des lieux isolés. Il les agressait sexuellement, les poignardait et tentait de les étrangler. Au fil du temps, il passa du viol au meurtre pour éliminer les témoins potentiels. Son enfance difficile, marquée par l'abandon et le rejet, a probablement joué un rôle dans le développement de son comportement criminel. Guy Georges fut officiellement reconnu coupable de 7 meurtres, commis entre 1991 et 1997. Cependant, il est soupçonné d'avoir commis d'autres crimes non élucidés. Son arrestation eut lieu en 1998 après une longue enquête, entravée par des erreurs judiciaires et des négligences. Son procès s'est tenu en 2001 et captiva l'attention du public français. Malgré ses dénégations initiales, Guy Georges finit par avouer ses crimes pendant le procès. Il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans, la peine maximale en France à l'époque. L'affaire Guy Georges révéla les failles du système judiciaire français, notamment dans le suivi des délinquants sexuels récidivistes. Elle contribua également à l'amélioration des techniques d'enquête, en particulier l'utilisation des preuves ADN dans les affaires criminelles. Thierry Paulin, né en 1963 à Fort-de-France en Martinique, fut un tueur en série français, surnommé le tueur de vieilles dames et le monstre de Montmartre. Son enfance fut marquée par l'abandon et une éducation instable, d'abord élevée par sa grand-mère, puis par sa mère. Après un parcours scolaire difficile et un service militaire chaotique, Paulin s'installe à Paris où il travaille comme serveur et se produit en drag queen. Il rencontre Jean-Thierry Mathurin qui devient son amant et complice. Son mode opératoire consistait à cibler des femmes âgées, souvent seules et vulnérables. Il les suivait jusqu'à leur domicile, les agressait, les volait et les tuait par étranglement ou étouffement. Certaines victimes ont été forcées de boire des détergents. Ses motivations semblaient principalement financières, utilisant l'argent volé pour mener un train de vie extravagant, consommer de la drogue et organiser des fêtes somptueuses. Paulin a avoué 21 meurtres, mais la justice lui en a attribué 18. Les autorités le soupçonnaient d'être impliqué dans 38 affaires. Les crimes de Paulin se sont déroulés en 2 vagues principales. La première à l'automne 1984 et la seconde entre décembre 1985 et janvier 1986. Après une période d'incarcération pour une autre affaire, il reprit ses meurtres en novembre 1987. Paulin fut arrêté le 1er décembre 1987 grâce à un portrait robot et aux témoignages de survivantes. Lors de sa garde à vue, il avoua ses crimes et dénonça son complice Mathurin. Inculpé pour 18 assassinats, Paulin ne fut jamais jugé. Atteint du sida, il mourut en prison le 16 avril 1989 après une année d'hospitalisation. L'affaire Paulin souligna l'absence d'un fichier central d'empreintes digitales, ce qui aurait pu permettre son arrestation plus tôt. Cette affaire contribua à la création du fichier automatisé des empreintes digitales. Claude Lastenay, né le 28 octobre 1971 à Brest et mort le 19 décembre 2023 à Poitiers, était un tueur en série français. Son enfance fut marquée par l'abandon et une éducation instable. Né de père inconnu, il fut élevé séparément de son frère jumeau par des proches avant de rejoindre sa mère à Paris. Le remariage de celle-ci en 1984 fut vécu comme une trahison par Claude, qui quitta le domicile familial à 14 ans suite aux violences de son beau-père. Après une formation en restauration, Lastenay connut des problèmes psychiatriques et financiers. En février 1993, ruiné, il cessa son traitement et commença à cibler des personnes âgées. Sa façon d'opérer consistait à s'introduire chez ses victimes, généralement des femmes âgées, vivant seules, en brisant une vitre. Il les étranglait, puis fouillait leur domicile pour voler de l'argent et des objets de valeur. Lastenay choisissait ses victimes le long de la ligne de bus 192 en région parisienne.
Ses motivations semblaient principalement financières, mais il évoqua aussi des pulsions meurtrières et une fascination pour le vampirisme. Il prétendait tuer pour devenir immortel, comme Satan, et goûter le sang de ses victimes. Lastenay fut reconnu coupable de 5 meurtres commis entre février et octobre 1993. Il tenta également d'agresser une 6e victime qui survécut. Arrêté le 2 novembre 1993 suite à la dénonciation d'un ami, Lastenay avoua immédiatement ses crimes. Son procès débuta en janvier 1995 à la cour d'assises du Val-de-Marne. Il fut condamné le 20 janvier 1995 à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 18 ans. Théoriquement libérable en janvier 2012, Lastenay mourut en prison le 19 décembre 2023 au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne. L'affaire Lastenay montra les dangers auxquels sont exposées les personnes âgées isolées et souleva des questions sur la prise en charge des troubles psychiatriques. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aller voir celle sur 10 guerriers français redoutables qui s'affiche à l'écran. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits captivants et terrifiants. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et à bientôt.